Salut à tous, nous allons parler de la fraude en ligne et de la manipulation psychologique. Vous le savez, les fraudeurs sont des professionnels de la manipulation psychologique. On l'a d'ailleurs vu dans notre épisode précédent sur l'évolution des moyens de paiement et de la fraude en ligne. Leurs techniques évoluent dans le temps. Et pourtant, à travers l'histoire de la fraude en général, ils ont toujours utilisé les mêmes techniques de manipulation psychologique. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Parce qu'ils jouent sur nos faiblesses, nous incitent à agir de manière impulsive ou irrationnelle. C'est truc bien connu des psychologues et des professionnels du marketing. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Pourtant, nous continuons tous de tomber dans leur piège. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre façon de réagir à certains messages publicitaires, mais certainement à la fraude en ligne. Commençons donc par définir ces fameux biais psychologiques, ces raccourcis mentaux risqués. Je voudrais qu'on commence par comprendre ce que sont les biais psychologiques. Ces raccourcis mentaux nous aident à naviguer dans un monde complexe en prenant des décisions rapides. Notre cerveau est fainéant, ce qui est compréhensible dans un certain sens, puisque nous prenons des centaines, voire des milliers de décisions par jour. Quelle est la couleur du t-shirt que je vais mettre ce matin? Est-ce que je vais plutôt lacer ma chaussure gauche en premier? Dans la plupart des cas, on ne se rend pas vraiment compte. On prend une décision, on agit parce qu'on le sent comme ça, sans réfléchir, parfois par habitude. Et puis parfois on doit se poser, on doit réfléchir, on doit peser le pour et le contre, demander un avis, avant de prendre une décision. Ces mécanismes psychologiques ont été décrits par Daniel Kahneman dans son livre Système 1, Système 2. C'est un best-seller dont d'ailleurs je vous recommande la lecture. Daniel Kahneman a d'ailleurs reçu le prix Nobel d'économie pour ses recherches lorsqu'elles ont été appliquées à l'économie. Impressionnant quand même, non? Kahneman décrit que 9 fois sur 10, c'est le système 1 qui prend la décision. C'est le système automatique. Celui que nous utilisons pour prendre les décisions, pour répondre aux questions telles que 1 plus 1, ou est-ce que tu veux manger chinois ou mexicain ce soir? D'ailleurs, nos expressions courantes regorgent de ces décisions prises par le système 1. J'ai acheté sur un coup de tête. Je l'ai vu au premier coup d'œil. Je l'ai fait sans réfléchir, ni une ni deux. Et puis il y a le système 2. Celui qui réfléchit. Il prend du temps, consomme de l'énergie. Et il est nécessaire car tout ne peut pas se jouer sur un coup de tête. Sauf que, je l'ai dit, notre cerveau est fainéant. Il va donc essayer de n'utiliser le système 2 que quand c'est vraiment nécessaire. Pour faire face le reste du temps, il a développé des techniques de décision automatique qui nous permettent de traverser la journée plus facilement grâce au système 1. Ces méthodes sont appelées des heuristiques. Les heuristiques sont des raccourcis mentaux conçus pour nous simplifier la vie et sont le résultat de facteurs comme notre évolution. Certaines ont d'ailleurs permis à nos ancêtres de survivre en prenant des décisions rapides. Mais ils sont aussi issus de notre environnement social. Les influences culturelles et sociales façonnent notre façon de penser. Et puis il y a nos émotions et nos expériences, positives ou négatives d'ailleurs. Elles colorent notre perception de la réalité. Cependant, il y a des effets secondaires ou des erreurs qui surviennent lorsque ces outils sont mal utilisés ou appliqués dans un contexte inapproprié. Et c'est là qu'on les appelle les biais psychologique. Donc bien qu'une heuristique puisse être bénéfique, l'économie d'énergie et de temps devient parfois une source de biais psychologiques lorsqu'elle induit une erreur. Et vous l'avez compris, ces biais psychologiques sont imparfaits et surtout, ils nous rendent sensibles à la manipulation. Les publicitaires les connaissent très bien et les fraudeurs aussi. Dans les deux cas, ils vont essayer d'éviter que l'on réfléchisse. Ils nous poussent à agir sur un coup de tête. Prenons par exemple le biais de l'urgence.
C'est un facteur qui influence fortement l'utilisation du système 1. Les fraudeurs savent exploiter ce biais à la perfection en nous envoyant un message de phishing, par exemple, qui nous alerte qu'une opération suspecte a été détectée sur notre carte bancaire et que nous devons réagir rapidement en appelant le numéro cité dans le dit message. Ça fait réagir plus d'une personne. Alors que, quand une institution financière ou une société proposant des services de carte bancaire comme Visa ou Mastercard détectent quelque chose, ils vont d'abord bloquer la carte ou la transaction avant de contacter leur client. Et donc l'urgence n'est plus de mise. L'action de préservation a déjà été prise et ça ne sert à rien de se presser. Évidemment, il existe une variété de biais psychologiques ou cognitifs. Vous en connaissez d'ailleurs certains. Je prends juste 3 exemples. Le biais de confirmation, cette tendance à rechercher, interpréter ou privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Donc par exemple, si vous croyez qu'un vaccin est dangereux, eh bien vous remarquerez surtout les études ou témoignages qui soutiennent votre point de vue. Et d'ailleurs, les algorithmes des plateformes de médias sociaux sont très friands de celui-là. Ah bah oui, comme ça ils nous présentent juste ce que nous on a envie de voir. Ensuite, il y a l'effet de halo, qui est le fait de juger une personne ou une chose, globalement en se basant sur une caractéristique, souvent positive ou négative d'ailleurs. Un exemple, une personne bien habillée pourrait être perçue comme plus compétente qu'une personne mal habillée, alors que ça ne veut rien dire, au moins sur sa compétence. Et puis, il y a le biais d'aversion à la perte, qui fait que nous sommes plus affectés par la peur de perdre quelque chose que par l'idée de gagner la même chose. Par exemple, nous préférons éviter de perdre 100 € plutôt que de gagner 100 €. Et les fraudeurs sont maîtres dans l'usage de ce biais-ci. Alors vous l'avez compris, les biais psychologiques influencent nos décisions dans des domaines variés. Les finances, les relations, la santé et bien plus encore. En prendre conscience permet d'adopter une pensée plus critique et rationnelle. Et ça peut nous permettre d'éviter de perdre de l'argent. Alors voyons maintenant comment ces biais psychologiques vont faciliter la fraude sur Internet, parce que oui, c'est un peu ça, le but de ce podcast. Les biais psychologiques et la fraude sur Internet. J'en ai déjà parlé si vous me suivez sur les médias sociaux, ou même à la télévision parfois. La fraude qui a le plus augmenté ces dernières années, c'est la fraude aux faux investissements. Un message sur vos médias sociaux, par exemple. Une vidéo sur YouTube, voire un email qui vous promet des gains exceptionnels sur une durée rapide. Parfois, les revenus sont récurrents, 5 000 € par jour. C'est une opportunité unique, sans risque, qui fait peur aux banques et surprend les spécialistes. Évidemment, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Bah oui, si trop de personnes connaissent ce truc extraordinaire, il va perdre de son efficacité. C'est logique, non? Donc seuls les 50 premiers à réagir pourront en bénéficier. Intéressant, non? Et je peux vous dire que beaucoup de personnes se laissent prendre par ces discours. Voyons maintenant les mécanismes psychologiques qui vont être activés ici. Et attention, tous n'auront pas la même valeur suivant les personnes. Bon, le premier est facile à trouver, l'appât du gain. C'est un facteur émotionnel très puissant, donc très dangereux, qui va conduire à se concentrer sur les gains potentiels en se rendant complètement aveugle aux risques qui sont eux tout à fait réels. Et puis ensuite, c'est sans risque. Ça tombe bien. Car sinon, le biais d'aversion à la perte m'aurait retenu de cliquer sur le lien dans le message ou de remplir mes informations de contact pour espérer être dans les 50 premiers. Ce qui nous amène au biais suivant, le biais de rareté. Seulement 50 personnes peuvent en bénéficier. Ah mais dis donc, moi je veux en être. Je vais donc cliquer tout de suite et surtout sans réfléchir. Sur leur site, qui est d'ailleurs très bien fait. Non, c'est vrai, il a l'air vraiment professionnel ce site. Eh bien, ils vont activer le biais de halo, celui qui me permet de juger du sérieux d'une personne ou d'une chose au premier coup d'œil. Et ça m'a confirmé que c'était bien sérieux parce que le site, il est super propre. Alors ils m'ont contacté par téléphone. Et ainsi,
Ils ont activé un autre biais psychologique, ils ont activé le biais de cohérence. Il est très intéressant celui-là, car il va faire que si je commence quelque chose, je vais continuer. Bah oui, il faut quand même être cohérent dans ce que je fais. Et donc le biais de cohérence, disais-je, m'a fait continuer, et alors j'ai commencé à investir. Bah oui, pourquoi est-ce que j'aurais laissé mes coordonnées, sinon c'est pas cohérent. Et puis leur discours était juste. Ça résonnait parfaitement bien chez moi. Ils m'ont dit que ce système unique d'investissement n'avait rien à voir avec le secteur bancaire. Bah oui, évidemment. Les banques veulent seulement garder mon argent. Ça leur permet de s'enrichir sur mon dos. Bah oui, c'est tous des voleurs, ces banquiers, n'est-ce pas? Je le savais. Biais de confirmation. Vous en voulez encore un? Parce qu'il y en a un paquet qui tourne dans cette fraude-là. En plus, cette technique d'investissement révolutionnaire surprend les experts. Ah ça, on peut dire que ça flatte notre ego, car le fraudeur nous permet de faire partie de ce groupe de personnes bien informées qui investissent dans les produits avant les autres. Comme les premiers investisseurs de Tesla ou d'Amazon ou de Nvidia. Impressionnant, non? Tout ça, quand on se laisse guider par le système 1, le système automatique, notre cerveau paresseux. Et pourtant, si on réfléchit un petit peu, il y a des trucs qui clochent. Mettons un peu notre système 2 en marche une seconde. Réfléchissons. Pourquoi cette personne viendrait payer une publicité sur Facebook pour nous proposer gratuitement un truc qui peut rendre riche des inconnus finalement? Vous feriez ça, vous? Pas très logique. Moi, je garderais ça pour moi. Allez, voir, j'en ferai profiter mes proches. Et encore. Ensuite, une technique révolutionnaire que personne d'autre ne connaît. Que personne ne connaît? Vraiment? Non, sérieux. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les médias sociaux et les experts un peu partout, il n'y a personne qui connaissait ça? Ça pue quand même, non? Et puis pour finir, je sais, peut-être vous aussi vous le savez, celui qui veut gagner beaucoup d'argent doit prendre des risques importants. C'est un principe évident, c'est un principe de base dans le monde des investissements. Donc en d'autres termes, eh bien tout ça, ça pue. Si on y réfléchit un petit peu. Vous avez compris comment ça marche? Oh, c'est plutôt marrant. Allez, prenons un second exemple, car ils utilisent aussi d'autres trucs, ces fraudeurs, manipulateurs. Je reçois par exemple un appel du service antifraude de ma banque, qui dit qu'ils ont découvert une fraude sur mes comptes bancaires, et que l'on doit agir rapidement si je veux éviter de perdre de l'argent. Évidemment, ils vont m'aider. D'ailleurs, pour ça qu'ils m'appellent. Donc pas de souci. Si on agit vite, tout ira bien. La personne est sympathique, d'autant que, soyons clairs, cet appel, il m'a un peu angoissé. Alors ça me rassure. Ils ont identifié le problème. Je dois seulement signer l'annulation des transactions frauduleuses qui ont été effectuées sur mon compte bancaire. Rien de plus simple. Même s'il va quand même falloir le faire transaction par transaction. Bah oui, le système a été configuré comme ça. En revanche, il faut aller vite, avant que l'argent ne quitte mon compte définitivement. Petite parenthèse, cette fraude d'ailleurs, assez courante, et il y a plusieurs variantes pour ce qui est du vol de l'argent. Parfois, ils recommandent de virer l'argent sur un compte à sécurité renforcée, ou un compte de séquestre. Ou alors le faux banquier va demander de prendre le contrôle de mon ordinateur à distance, pour le nettoyer du fameux virus qui aurait permis la fraude, c'est pour ça qu'il m'appelle. Alors qu'avez-vous repéré comme biais psychologique utilisé dans cette fraude? Le premier, qui va d'ailleurs jouer tout au long de la manipulation, est le biais d'autorité. La victime est appelée par sa banque, le service fraude qui plus est. Donc, un service important. Dans un établissement financier, que l'on aime ou pas sa banque, il y a peu de chances que l'on vienne à mettre en doute l'origine de l'appel, à moins d'avoir été alerté sur cette fraude. Le second biais est le biais d'urgence. Il faut agir vite, si on veut pouvoir éviter que l'argent ne quitte le compte bancaire définitivement. Évidemment, le biais d'aversion à la perte, certainement quand c'est notre argent que nous avons durement gagné, ah oui, je ne veux pas perdre mon argent. Je vais donc faire tout ce qu'on me dit pour le protéger. Et dans certains cas, on peut voir
le fraudeur jouait entre le biais de sympathie, je pense que son nom décrit bien ce qu'il recouvre, et le biais d'autorité. Un peu comme le bon et le mauvais flic, si vous voulez. Si la personne est manipulable, plutôt facilement, on sera sympathique. Si elle pose des problèmes, on sera autoritaire, voire agressif. Si vous ne suivez pas mes conseils, eh bien je raccroche et vous perdrez votre argent. J'ai d'autres clients à aider. Mais comme cet appel a été enregistré, vous ne pourrez plus rien faire. J'ai la preuve que vous avez refusé mon aide. Wow, ça fait pas peur. Maintenant, mettons notre système 2 en route à nouveau. Réfléchissons. Que la banque appelle son client? Bah oui, c'est possible. Qu'elle l'appelle parce qu'il semble être victime de fraude? Ça aussi, ça tient la route. En revanche, est-il logique de signer des annulations de transactions pour protéger son argent? Bah non, vous ne devez rien faire. Si c'est vraiment ma banque qui appelle, elle a déjà bloqué les transactions. Seul le fraudeur, qui n'a pas accès à mon compte bancaire, a besoin que je fasse quelque chose pour que lui puisse récupérer mon argent. Et c'est bien la réalité. Si la banque détecte une fraude, elle va d'abord bloquer la transaction et ensuite elle appelle son client pour vérifier, rien d'autre. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième fraude. Maintenant, je finirai avec un troisième exemple qui se développe beaucoup depuis quelques mois et il vaut mieux le connaître. Ça s'appelle la fraude aux abonnements. Je vous lis un email qu'un ami m'a envoyé au moment où je préparais cet épisode. Salut Alexandre. Je me permets de te soumettre à la réflexion un cas de fraude ayant visé une de mes connaissances récemment. Le 11 décembre, cette personne voit passer une annonce sur Facebook pour une loterie sur un surplus d'ordinateurs à gagner par tirage au sort. Il décide de tenter sa chance. Mauvaise idée, on est bien d'accord. Et il paye 2 € avec sa carte bancaire classique, pas sa carte de crédit, et utilise le lecteur de carte pour ce faire. Et puis, le 24 décembre et le 1er janvier, il constate 2 paiements de 51 € à chaque fois vers un destinataire, il me donne le nom. Il a bloqué ses cartes depuis et il a déposé plainte. Je pense qu'une arnaque initiale pourrait être un abonnement caché sur le site proposant la loterie. Ça, c'est bien vu. Cependant, il n'a pas utilisé sa carte de crédit, mais sa carte classique, sa carte de débit avec le lecteur de carte, ça juste pour faire un paiement unique. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, certes, je pense que plusieurs biais cognitifs ont poussé cette personne à tomber dans le piège des fraudeurs. Maintenant, avant de parler de ces biais cognitifs, il y a une petite parenthèse à faire. Tu expliques bien qu'il a utilisé sa carte de débit et pas sa carte de crédit et qu'il s'est retrouvé avec des abonnements. Alors oui, ce sont des abonnements. Sache quand même que depuis qu'on a les cartes de débit de chez Visa et Mastercard, elles offrent une possibilité en plus. Elles permettent de prendre des abonnements en ligne, ce qui est très bien. Avant, il fallait avoir une carte de crédit. Oui, mais il y a des gens qui disent « Moi, je veux pas de carte de crédit ». Aujourd'hui, ta carte de débit permet de prendre des abonnements. Oui, mais les fraudeurs ont repéré le truc. Et maintenant, ils utilisent cette nouvelle fonctionnalité contre nous. Voilà. Mais on va apprendre à la repérer. On va apprendre à reconnaître les biais psychologiques qui nous poussent à tomber dans ces pièges. Alors, est-ce que vous avez repéré des biais cognitifs? Allons-y. On va commencer par l'appât du gain. C'est certainement ce qui a poussé la victime dans les bras de son fraudeur. Et puis aussi, il y a le biais de rareté. Ah oui, évidemment. Avec le fait que seuls les gagnants du tirage au sort pourront recevoir un ordinateur. Alors, j'ai pas vu la fausse publicité, mais je suis quasiment certain que les fraudeurs ont saupoudré leur histoire d'un brin d'urgence en mettant un décompte de temps avant le tirage au sort. Ça, c'est assez courant. Et puis, mon préféré, j'en ai déjà parlé, le biais de cohérence qui a poussé la victime à aller jusqu'au bout en sortant sa carte bancaire, son lecteur de carte et à signer une transaction de 2 €, je suppose comme frais de participation ou frais d'envoi. Évidemment, sans lire les conditions de vente qui souvent mentionnent qu'en signant, on accepte un abonnement de X € mensuellement par exemple. Car oui, c'est mentionné, mais souvent c'est fait de manière à ce qu'on ne le voit pas, poussé par l'urgence. Bon, vous êtes prêts? Démarrage du système 2. Réfléchissons. Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? Un surplus d'ordinateurs. C'est quoi un surplus d'ordinateurs? Des ordinateurs non vendus. Bah alors si c'est le cas, on baisse le prix ou on fait une promo, non?
On les offre pas en loterie sur Facebook. Ou alors c'est une entreprise qui se débarrasse de machines obsolètes. Est-ce qu'elle va pas plutôt les offrir à une association ou à un pays en développement avec un beau communiqué de presse détaillant sa générosité? Bah oui, c'est comme ça qu'ils font en général. Ou alors peut-être que ce sont des stocks d'une entreprise en faillite. Oui, mais là, l'avocat responsable de la liquidation devrait essayer de tirer le plus d'argent possible des actifs de l'entreprise qui ferme pour pouvoir payer ses créanciers, non? Bah si. Mais donc vous le voyez, aucun scénario logique ne permet de justifier cette loterie en ligne et sur Facebook en plus. On en revient à notre remarque de tout à l'heure. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'on te prend pour un mulet. En revanche, ces biais psychologiques, ces faiblesses dont on parle depuis presque une demi-heure maintenant, que les gens malhonnêtes utilisent contre nous, mais c'est pas une fatalité. On est assez intelligent pour se former et changer nos réactions en fonction de certains critères. Donc, on va voir un peu maintenant comment on se protège, parce que, ok, on sait, nous avons des faiblesses. Comment nous protéger contre les fraudeurs? Nous l'avons évoqué, il y a 4 signes qui doivent nous pousser à nous poser des questions. L'urgence, l'appât du gain, la peur et la curiosité. Ce sont les 4 techniques les plus utilisées par les fraudeurs pour nous manipuler. Donc si vous repérez un de ces 4 signes, d'abord, ralentissez. Prenez une pause. Le temps de réfléchir. Les vraies urgences sont rares, très rares, voire inexistantes. N'hésitez pas à vérifier les sources. Si quelqu'un se présente comme une autorité, appelez directement l'organisation pour confirmer. Je vous l'ai dit, la banque va toujours bloquer les transactions frauduleuses avant de vous appeler. Et vous n'avez rien à signer. C'est bloqué, point final. Donc la peur et l'urgence, elles n'ont pas lieu d'être. On ne vous demandera pas d'aller valider ce blocage. C'est déjà fait. Sauf si vous êtes en contact avec un fraudeur, bien évidemment. Et puis surtout, doutez. Soyez toujours méfiant vis-à-vis des offres qui semblent trop belles pour être vraies, surtout si elles demandent des informations personnelles ou financières. Pour finir, utilisez le bon sens, activez votre système 2, réfléchissez. C'est certainement le plus important. Il y a toujours un truc qui cloche dans ces fraudes. D'ailleurs, quand j'en parle avec les victimes, évidemment, elles viennent me voir après, elles me disent « Je suis bête, j'aurais dû faire attention à ça. » Elle le savait. Mais son biais psychologique l'a empêché de réfléchir. Son système 1 a pris le dessus. Réfléchissons. Maintenant, rien ne vous empêche non plus de vous abonner à notre chaîne ou de nous suivre sur votre application de podcast pour ne rater aucune de nos alertes. Et vous le savez, en partageant avec votre entourage les informations sur notre podcast, vous contrez aussi les fraudeurs. Ah oui, parce qu'on doit quand même s'aider les uns les autres pour ne pas se faire avoir. Maintenant, il est temps de conclure. Les escrocs en ligne jouent avec nos biais psychologiques pour manipuler nos perceptions, nos décisions et nos comportements. Pour se protéger, il est essentiel de rester conscient de ces mécanismes, de prendre un peu de recul face aux offres trop belles pour être vraies et de toujours vérifier les informations avant d'agir. Vous le voyez, un peu de bon sens aide souvent. Et puis si vous doutez, demandez à une personne autour de vous. On raisonne mieux à 2 et ça permet d'être moins susceptible à la panique et à l'urgence. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches sur Internet et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.